sortie du mois rose, où nous avions déjà parlé de la fatigue après le traitement de cancer du sein. Et je vous signale que le replay est toujours disponible sur onconutrition.blog. Et nous allons achever ce mois bleu avec le thème de la nutrition dans le traitement du cancer de la prostate, qui va être abordé par une voix que je considère peu fréquentée. Pour me présenter, je suis le docteur Djikossi, je suis oncologue et micronutritionniste. Et en tant que médecin, ma priorité avant tout est de favoriser, renforcer les mécanismes de résilience corporelle. Et c'est sous cet angle que je vous propose d'aborder le thème du jour. Okay. Le cancer de la prostate est une pathologie fréquente, surtout dans les pays occidentaux. C'est la 4e cause de cancer dans le monde. C'est un cancer qui est plus fréquent dans les pays occidentaux que dans les pays sous-développés. Et son incidence augmente lorsque les populations migrent des pays sous-développés vers les pays occidentaux, soulignant l'existence très probable de facteurs environnementaux et de facteurs nutritionnels en particulier, et en particulier le mode d'alimentation de type occidental. Je voudrais vous démontrer avec cet exposé que la nutrition est un pilier incontournable, quelle que soit la situation de ce cancer, quel que soit le stade de cette maladie, que ce soit en prévention, que ce soit lorsque la maladie est déjà installée. La nutrition est un pilier incontournable lorsque le cancer de la prostate est peu agressif et que les personnes sont placées en surveillance active. Il faut savoir aujourd'hui que les cancers de la prostate sont diagnostiqués dans l'extrême majorité des cas lorsque le cancer de la prostate est localisé, en partie à cause du dépistage systématisé qui est proposé lorsque les personnes ont 50 ans et qu'on leur propose de réaliser le dosage d'un PSA. Effectivement, lorsque le patient va être positionné dans ce qu'on appelle une surveillance active, les mesures d'hygiène de vie et la nutrition en particulier, la nutrithérapie, a une place majeure pour limiter l'évolution vers une forme plus agressive qui nécessiterait des traitements lourds avec des effets secondaires et des séquelles. Donc 93% des cancers de la prostate sont diagnostiqués au stade localisé et une majorité va nécessiter un traitement curateur, que ce soit de la radiothérapie ou une chirurgie radicale. Et ici également, les mesures d'hygiène de vie vont aider à limiter les évolutions démocratives, car on note qu'environ 25% des personnes auront une récidive biologique malgré ce traitement de radiothérapie dans les 10 années qui vont suivre le traitement. Et parmi ces 25%, un tiers en récidive biologique vont évoluer vers une forme métastatique. Donc ici, à nouveau, l'hygiène de vie peut aider à limiter l'évolution vers des formes plus péjoratives, tout en améliorant bien sûr la qualité de vie. Et même lorsque la maladie est métastatique, la nutrition garde sa place. Au diagnostic, habituellement, 7% des cancers de la prostate sont métastatiques et ils vont être traités par une castration. C'est un traitement hormonal qui va castrer, supprimer la production androgénique. Et malgré ce traitement, 20% des personnes développeront une forme qui est rapidement fatale après l'apparition d'une résistance à l'hormonothérapie. Donc la nutrition ici est également un pilier pour lutter contre les effets secondaires de la castration qui généralement peut majorer ou faire apparaître un syndrome d'insulinorésistance. Et également pour améliorer la qualité de vie et, comme nous le verrons plus loin, pour limiter l'évolution péjorative. La nutrition est également un pilier, car 50% des personnes avec un cancer du sein meurent d'autres causes que de leur cancer. En général, ils vont mourir de ce que j'appelle leur comorbidité. Il s'agit fréquemment de problèmes cardiovasculaires que l'on peut également prévenir. On sait que 12% seulement des hommes ayant un cancer de la prostate ne présentent aucune comorbidité, ce qui veut dire que plus de 80% des hommes présentent d'autres pathologies, souvent des pathologies associées au syndrome d'insulinorésistance. Qu'est-ce que donc ce cancer de la prostate? Vous allez voir que nous allons évoluer de façon progressive et que le but, en fait, c'est d'observer le cancer de la prostate, non pas sous la forme d'un organe, mais à l'intérieur de son fonctionnement cellulaire. Les cancers de la prostate se développent
le cancer de la prostate est un organe, une glande qui a à peu près la taille d'une châtaigne, qui est située sous la vessie. Et les cancers de la prostate vont se développer dans une zone particulière qu'on appelle la zone périphérique prostatique. Cette zone périphérique, que vous voyez visualisée en gris clair, est une zone qui constitue à peu près 70% de la prostate. Donc, c'est le site privilégié des cancers de la prostate. C'est une zone qui contient des cellules glandulaires épithéliales qui sont hautement spécialisées, qui vont permettre la production du sperme. Ce sont des cellules qui sont capables de s'enrichir, de se concentrer avec des concentrations extrêmes en zinc. Donc, nous allons descendre au cœur de la cellule épithéliale prostatique pour essayer de comprendre un petit peu son fonctionnement et pour comprendre comment se passe de l'intérieur de la cellule prostatique la cancérisation. Et avant tout, je voudrais vous rappeler comment fonctionne une cellule habituellement pour produire son énergie. Lorsque nous mangeons des produits carbonés, glucides, protéines et lipides. Ce sont des produits carbonés que nous allons digérer afin de les présenter sous forme prédigérée à une cellule qui va poursuivre la digestion. Et la digestion des nutriments s'achève dans la mitochondrie. C'est la mitochondrie qui va produire l'ATP, l'ATP qui correspond en fait au soleil à l'intérieur de la cellule. C'est la traduction du soleil à l'intérieur de la cellule. Plus en détail, cette mitochondrie que vous voyez figurée sur le schéma en jaune possède une machinerie qu'on appelle le cycle de Krebs, dont nous allons reparler plus tard, qui permet, à partir des nutriments, de produire des électrons de haute énergie qui vont aller alimenter la chaîne respiratoire, ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative, pour produire l'ATP. La cellule peut également, en situation stable, produire de façon très mineure de l'énergie, une faible quantité d'énergie, par un mécanisme qui s'appelle la fermentation. Donc, une cellule normale dispose de 3 moyens de produire son énergie, le cycle de Krebs, la phosphorylisation oxydative et de façon mineure, en situation stable, la fermentation. Alors, c'est le cycle de Krebs qui est agrandi à présent. Ce cycle de Krebs est en fait une turbine qui tourne en continu et qui produit des électrons de haute énergie. Et je vous demande de repérer ici cette enzyme qu'on appelle l'aconitase, qui permet de transformer le citrate en isocitrate. C'est une enzyme qui est clé dans le fonctionnement de la prostate. Comment fonctionnent les cellules glandulaires de la zone périphérique? Comment font-elles pour produire les constituants du sperme? Lorsque le glucose se transforme en pyruvate, il va ensuite se transformer en acétylcoenzyme A, puis en citrate. Et ce citrate nécessite de l'aconitase pour être dégradé en isocitrate. Dans les cellules épithéliales prostatiques, il existe des fortes concentrations de zinc qui vont bloquer l'aconitase, supprimant donc la possibilité pour le citrate d'être transformé en isocitrate. Et ce citrate, qui est un précurseur des lipides, va être exporté par la cellule prostatique pour constituer les lipides du sperme, en fait. Il se trouve qu'en bloquant l'aconitase, la haute concentration de zinc supprime également la production d'ATP, la production énergétique. Production énergétique supprimée qui serait préjudiciable pour une cellule normale, mais les cellules épithéliales prostatiques disposent de systèmes de compensation pour retrouver leur rendement énergétique qui est nécessaire à leur fonctionnement quotidien. Donc, vous voyez que la cellule épithéliale prostatique fonctionne un petit peu à l'inverse, entre guillemets à l'inverse des autres cellules. Dans les cellules non prostatiques, les fortes concentrations de zinc entraînent la mort cellulaire par blocage énergétique. On le sait également expérimentalement, car un composé qui s'appelle le fluoroacétate, qui est un poison du cycle de Krebs, bloqueur de l'aconitase, entraîne la mort cellulaire par déficit énergétique. La cellule épithéliale prostatique, elle est équipée physiologiquement pour compenser l'arrêt du cycle.
Et donc, cette cellule va augmenter la production d'énergie en suractivant la glycolyse. Donc, elle consomme plus de glucose pour fournir l'énergie qui lui est nécessaire. Et cette glycolyse, en fait, correspond à une fermentation qui va exister malgré la présence d'oxygène. Comment cette cellule fait-elle pour concentrer autant de zinc? Les cellules disposent à leur surface de récepteurs de la famille ZIT qui permettent d'extraire le zinc du milieu cellulaire. La cellule prostatique dispose, la cellule épithéliale, prostatique dispose d'importantes quantités à sa surface du récepteur ZIP1 par lequel elle va extraire le zinc du milieu extracellulaire. Et cela lui permet de concentrer du zinc à des concentrations qui dépassent de plus de 100 fois celle d'une cellule normale. Et c'est un phénomène qui peut être augmenté par la testostérone. Que se passe-t-il lors de la cancérogénèse? Donc, je vous rappelle à gauche pour vous le schéma qui montre un petit peu le fonctionnement de la cellule normale avec le blocage de l'agonitase par les fortes concentrations de zinc et l'exportation du citrate pour faire le sperme. À droite, vous avez le démarrage de la cancérisation où on note que le récepteur ZIP1 sur la surface de la cellule cancéreuse ne fonctionne plus. Et de ce fait, la cellule ne peut plus concentrer du zinc. La concentration de zinc dans le cytoplasme cellulaire va décroître et l'agonitase va se remettre à fonctionner et le cycle de Krebs tourner de façon, entre guillemets, normale, ce qui n'est pas normal pour une cellule prostatique, une cellule épithéliale prostatique. Donc, le début de la cancérisation prostatique débute avec un récepteur ZIP1 qui ne fonctionne pas et des cellules prostatiques qui ne peuvent plus concentrer de zinc, permettant au cycle de Krebs de tourner normalement et à la phosphorylation oxydative de tourner, entre guillemets, normalement. Donc, c'est un modèle qui est différent de la cancérisation habituelle des autres cellules. En effet, dans les autres cellules de l'organisme, le modèle de cancérisation passe d'un modèle de respiration normale avec un cycle de Krebs qui tourne normalement, une phosphorylation oxydative qui tourne normalement, vers une fermentation. C'est le modèle le plus habituel. Dans le cadre du cancer de la prostate, la cellule prostatique, épithéliale prostatique, dans son fonctionnement physiologique, fait de la fermentation et au démarrage de la cancérisation, elle respire entre guillemets normalement, c'est-à-dire que son cycle de Krebs tourne et sa phosphorylation oxydative produit normalement de l'ATP. Et ce que l'on note lorsque la maladie devient métastatique, c'est que les cellules cancéreuses prostatiques retrouvent la fermentation, qui est le modèle classique de la glycolyse aérobie ou effet Warburg. Et pour plus de détails par rapport à l'effet Warburg, je vous propose de regarder l'article que j'ai publié ce mois de novembre sur onconutrition.blog qui est intitulé « Cancer, maladie de la rupture de l'homéostasie ». Quels sont les facteurs qui vont perturber l'homéostasie de la cellule épithéliale prostatique? On sait que la carence en zinc va générer une carence en zinc intracellulaire et cette carence en zinc est très fréquente dans le monde. Il a été également observé des taux de zinc plus faibles chez les personnes atteintes de cancer de prostate au cours d'études épidémiologiques. On sait que la métabolisme du zinc est altérée chez les personnes obèses, et en particulier les personnes porteuses d'un syndrome métabolique. On sait aussi que le fonctionnement du récepteur ZIP1 est perturbé en cas d'inflammation chronique. Et le syndrome métabolique qui est devenu un fléau pandémique, quelle que soit la latitude, est responsable à la fois d'inflammation chronique, est responsable de perturbation des ZIP1 et responsable également d'un métabolisme de zinc qui est altéré. Merci de couper vos micros. Si vous avez des questions, vous pouvez les adresser via la chat box, mais sinon nous aurons un temps d'échange à la fin de l'exposé. Dans notre objet,
pour rétablir une homéostasie des cellules la plus normale possible, ça va être de rendre le récepteur, de tenter de rendre le récepteur ZIP1 fonctionnel et de rétablir la concentration en zinc intracellulaire la plus optimale. Comment réduire le syndrome métabolique? Comment réduire l'inflammation chronique? Par un accompagnement qui va inclure une nutrithérapie, de l'activité physique et gestion du stress. On sait que la sédentarité, le stress, l'alimentation sont pourvoyeurs d'un état d'hyperinsulinisme avec insulinorésistance. Cet état est associé à une stase énergétique qui correspond à un stockage de la graisse sous la forme un stockage d'énergie sous la forme de graisse abdominale. C'est une énergie finalement qui, au lieu d'être brûlée, va se stocker. Qu'est-ce que la nutrithérapie peut apporter? La nutrithérapie par des régimes appauvris en glucides a pour intérêt de réduire l'IMC, de réduire le syndrome métabolique, de réduire l'inflammation chronique. Les régimes pauvres en glucides modifient avant tout l'environnement des cellules cancéreuses et on s'oriente vers des régimes riches en acides gras puisqu'on réduit les glucides, riches en micronutriments, riches en polyphénols, riches en caroténoïdes, riches en lycopène, riches en isoflavones, etc. Je viens parler de micro-environnement cellulaire parce que c'est ici que la médecine fonctionnelle ou médecine métabolique a tout son intérêt. Et je pense que dans la vision des cancers, il est absolument nécessaire de changer de paradigme, et c'est ce que j'essaye de propager. C'est ce que nous essayons de propager avec la médecine métabolique, car le cancer n'est pas une cellule cancéreuse, le cancer est un écosystème à l'intérieur duquel on trouve bien sûr les cellules cancéreuses, mais on va également trouver le micro-environnement qui dysfonctionne également, un micro-environnement qui est pathologique, au sein duquel on trouve des cellules immunitaires et notamment des lymphocytes qui sont en épuisement immunitaire, au sein duquel on trouve des vaisseaux, des nerfs, des cellules fibroblastiques, etc. Donc, étudier un cancer uniquement sous l'angle de la cellule cancéreuse est pour moi une erreur, parce qu'on oublie le rôle fondamental du micro-environnement. Il n'y a pas de cancer sans micro-environnement pathologique. Et donc, le but de notre travail en tant que micronutritionniste est bien sûr avant tout de s'adresser à ce micro-environnement cellulaire et de s'adresser bien sûr à la santé globale, car il n'y a pas de santé locale sans santé globale. Donc, j'ai parlé des régimes appauvris en glucides qui ont tout à fait leur place dans la prise en charge des cancers de la prostate, que ce soit en prévention, que ce soit en phase de maladie localisée, que ce soit en phase de maladie métastatique. Et la place du régime cétogène reste encore quelque peu débattue dans cette situation, bien que l'on sache que le régime cétogène modifie l'environnement des cellules cancéreuses, bien que l'on sache que le régime cétogène est un bon outil pour corriger le syndrome métabolique, qu'il contrôle très bien l'inflammation chronique, contrôle bien le stress oxydant, qu'il diminue largement les taux d'insuline circulant, qu'il permet de réduire la voie anabolisante qui s'appelle PI3-AKT-mTOR, qui est favorable à la prolifération, qu'il diminue la production de lactate, qui est défavorable au bon fonctionnement cellulaire. Il y a 2 études cliniques qui sont toujours en cours et dont je pense qu'on ne devrait pas tarder à voir les résultats. Mais je pense que la controverse est un petit peu née du fait qu'il a été démontré que les cellules cancéreuses peuvent upgrader leur production énergétique en utilisant des acides gras. Mais dans cette vision-là, il n'a pas été considéré la question du micro-environnement cellulaire. Et pour ma part, je pense que le régime cétogène garde toute sa place ici, que ce soit dans la phase localisée ou dans la phase de maladie métastatique. Lorsque l'on a fait cela, le point d'intérêt principal dans cette pathologie, c'est le zinc et comment enrichir les cellules prostatiques en zinc. Pour enrichir les cellules prostatiques en zinc, bien sûr, il faut qu'il n'y ait pas de carence. Et il faut savoir que la carence en zinc est largement répandue dans le monde. Et l'OMS a estimé que 30% des personnes dans le monde sont carencées en zinc, une carence qui est plus répandue dans les pays pauvres, plus répandue chez les personnes âgées et qui s'accroît également en Occident, parce que l'alimentation devient de plus en plus pauvre en produits animaux.
car les produits végétaux contiennent très peu de zinc. Et plusieurs études épidémiologiques indiquent que le cancer de la prostate est plus fréquent chez les personnes qui sont déficientes en zinc. Une fois que le zinc est apporté, comment le mettre à disposition à l'intérieur des cellules? On peut le faire en utilisant des formules de zinc qui sont plus facilement biodisponibles à l'intérieur de la cellule, comme le zinc ascorbate. C'est un zinc qui est chélaté avec de l'acide ascorbique et qui est plus facilement absorbé par les cellules, mais qui est assez difficile à trouver en pratique. On peut également s'aider de substances ionophores du zinc, des substances qui vont favoriser la pénétration du zinc à l'intérieur des cellules. Ce sont des xénobiotiques, ce sont des plantes ou extraits de plantes. Pour en citer quelques-unes, je peux vous citer la quercétine, je peux vous citer le thé, les extraits de thé comme l'épigallocatechin gallate, le resveratrol, le curcuma. On peut citer également le quinquina. Ça peut être également des molécules chimiques. L'hydroxychloroquine a été testée en phase 2 dans les cancers de la prostate et démontre également une activité ionophore du zinc. Et pour compléter, bien sûr, la prise en charge de votre patient, il faut améliorer sa santé globale et réaliser une micronutrition ciblée et adaptée en s'adressant en particulier aux micronutriments qui sont importants pour la régénération cellulaire, qui sont également importants pour la lutte antioxydante et anti-inflammatoire. Et avec ces oligo-éléments, bien sûr, il ne faut pas oublier de réévaluer la nécessité en vitamines, en acides aminés, en acides gras essentiels. Voilà, l'exposé est volontairement court pour que nous puissions avoir un bon temps de discussion parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions débattues par rapport à la nutrition concernant le cancer de la prostate localisé. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions que vous pouvez adresser par la chatbox ou prendre la parole en levant la main. C'est la petite main qui est en bas à droite de votre écran. Question, pardon. Une question. Quelle différence y a-t-il entre un régime hypoglycémique et cétogène fondamentalement? Alors, le régime cétogène fait partie des régimes hypoglycémiques. Dans le régime cétogène, la quantité de glucides est telle que la quantité de glucides est tellement faible que l'organisme est obligé de compenser en utilisant les acides gras. Et à ce moment-là, il va produire des corps cétoniques que l'on peut doser au niveau sanguin ou urinaire. Dans un régime hypoglycémique, habituellement, il persiste une quantité de glucose suffisante qui permet de produire l'énergie sans avoir besoin de recourir forcément aux acides gras. En tout cas, il n'y a pas d'apparition de cétose permanente dans un régime hypoglycémique. Elle peut être intermittente, comme par exemple après une nuit de sommeil où on a jeûné, ou après une période de jeûne intermittent, mais elle n'est pas permanente dans un régime hypoglycémique. Et habituellement, pour atteindre un régime cétogène, selon les personnes, il faut que la quantité de glucides soit inférieure à peu près à 50 grammes. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je voudrais revenir sur la controverse qui a été persistante pendant plusieurs années concernant les oméga-3 au cours du cancer de la prostate. Dans les débuts des années 2010, il était admis par certaines études que les oméga-3 pouvaient être favorables à la prolifération des cellules cancéreuses prostatiques. Donc la controverse a persisté de façon longue jusqu'aux années 2020.
Et cette année 2024, une équipe canadienne vient de démontrer effectivement que les oméga 3 sont au contraire favorables à la cure des cancers de la prostate, ce qui s'entend normalement parce que les oméga 3 permettent de résoudre l'inflammation et permettent de traiter surtout le micro-environnement de la cellule prostatique, de la cellule cancéreuse prostatique. Dans beaucoup d'études, en fait, les études ont porté souvent sur les cellules cancéreuses et pas sur le micro-environnement cellulaire qui, pour moi, est quand même majeur pour la genèse d'un cancer de prostate et des autres cancers d'ailleurs. Et comme je le disais à l'entame de mon propos, il n'y a pas de cancer sans un micro-environnement qui est déstabilisé, sans un affaiblissement du système immunitaire dans le micro-environnement prostatique. Oui. Une autre question de Béotien, parce que comme vous le savez, je ne suis pas du tout médecin. Vous parliez de castration, notamment au niveau de la testostérone qu'on mettrait à 0 dans certains traitements d'hormonothérapie. J'ai cru lire un article sur une étude américaine récente où, à l'inverse, ils soignaient des cancers de la prostate, alors c'est peut-être des cas particuliers où j'ai peut-être mal compris, au contraire en augmentant la testostérone. Bien, oui. Le traitement recommandé actuel en cas de tumeur prostatique métastatique, effectivement, c'est la castration. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre la testostérone à 0. Et comme je vous l'ai montré sur une diapositive, on sait aussi que la testostérone permet de faire entrer le zinc à l'intérieur des cellules. Je ne peux pas me prononcer sur l'étude que vous avez vue parce que je ne la connais pas. Mais actuellement, le traitement recommandé, c'est la castration, c'est clair. Ouais. Oui. Oui, donc l'objectif principal, c'est le zinc, en fait. C'est de permettre le blocage par la présence ou le renforcement du zinc, c'est ça? Sur nous, en médecine métabolique, c'est cela, en fait, qu'il convient de faire, en fait, pour permettre à la cellule prostatique de refonctionner normalement. Oui. Le D-zinc qui a été complètement inhibé par le récepteur qui ne fonctionne plus, en fait. C'est ça l'histoire. Alors, le récepteur ZIP1, qui permet de concentrer le zinc à l'intérieur de la cellule prostatique, dysfonctionne. Dysfonctionne. Les causes ne sont pas toutes connues, bien sûr, mais on sait au moins que l'inflammation chronique permet son dysfonctionnement. Et donc, de ce fait-là, il ne peut plus concentrer, il ne peut plus faire entrer le zinc à l'intérieur de la cellule prostatique, ce qui perturbe en fait le fonctionnement du cycle de Krebs en repermettant à l'enzyme que nous avons vu tout à l'heure, la conitase, de refonctionner normalement, alors que d'habitude, dans la cellule prostatique normale, elle fonctionne peu, pour permettre la production de sperme. Parce que le but de la prostate, c'est ça, en fait. C'est une glande qui permet la production du sperme. Okay. Merci pour vos questions, monsieur. Bonsoir Claudia. Oui, en effet, il y a des études épidémiologiques qui ont montré que les personnes carencées en zinc ont plus volontiers des cancers de la prostate. On sait aussi qu'à l'intérieur des cellules cancéreuses prostatiques, il y a beaucoup moins de zinc. Je vous invite à aller sur mon blog, onconutrition.blog, pour lire cet article que j'ai publié sur le zinc, qui démontre qu'en général, les personnes qui ont des cancers sont souvent plus carencées en zinc, en fait. Et il en est de même pour les oméga 3. Les oméga 3 sont des substances qui aident à la résolution de l'inflammation. Et on sait que les cancers se développent habituellement sur des terrains d'inflammation chronique. Et il y a également sur mon blog un article sur les oméga 3 et la résolution de l'inflammation chronique. Donc effectivement, pour lutter contre les cancers en prévention,
Il y a des carences qu'il faut savoir contrôler. La carence en zinc en fait partie, la carence en oméga 3 en fait partie. Merci pour cette question, Claudia. Merci. Alors, Stéphane nous demande quel est l'organe, la partie du corps la plus touchée en cas de dissémination métastatique. Dans le cas des cancers de prostate, les organes qui sont les plus touchés dans cette pathologie sont l'os. C'est le site privilégié de métastase. Et après l'os, on a bien sûr le foie, essentiellement. Merci pour la question. Une dernière question. Dans le cadre de la prévention et du suivi, donc certainement la mesure du zinc dans le corps par prise de sang doit être quelque chose d'important. Y a-t-il, docteur, un indice d'inflammation globale? Parce qu'on voit bien que dans tout ça, l'inflammation est quand même chronique et est un déclencheur, et je pense que la réduire lorsqu'on est atteint est une cible majeure, principale. Y a-t-il, quels indices, lorsqu'on fait une prise de sang, où existe-t-il d'indices globaux qui permettent de mesurer cette présence et son évolution, où il y a différents points d'inflammation qu'il faut contrôler? Oui, très très bonne question, parce que l'inflammation chronique est au cœur en fait de beaucoup de maladies chroniques et des cancers en particulier. Et il existe un paramètre très accessible qui peut être répété, de routine courante, qui n'est pas très cher finalement, qui s'appelle la CRP, et en particulier la CRP ultrasensible. Cette CRP ultrasensible est le témoin d'une inflammation chronique, et idéalement, il faut qu'elle soit inférieure à 2 mg par litre. Sinon, au-delà de 2 mg par litre, on peut commencer de parler d'inflammation de bas grade si c'est une CRP élevée de façon chronique. Parce qu'on peut avoir des CRP qui s'élèvent de façon ponctuelle, car l'inflammation est le mode de réponse de l'organisme à tout stress. C'est la chronicisation en fait de l'inflammation qui est un problème. Docteur Gicossi, je suis Enzo Losetto. Déjà, je voulais vous remercier pour votre exposé qui est très, très intéressant. Je voulais vous demander quel est selon vous l'impact de l'imprégnation en œstrogène chez l'homme dans les processus de cancérisation de prostate notamment. Je vous remercie. Bonsoir Enzo Losetto, merci pour votre question. Un petit peu difficile de répondre. Mais... Oui, parce que bon, c'est vrai que je vous écoute attentivement depuis tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a quand même cette problématique de syndrome métabolique à laquelle vous faites référence, qui est tout à fait justifiée, mais il y a aussi dans cette problématique de syndrome métabolique et de surpoids le problème de l'aromatase, donc cette enzyme qui va transformer des androgènes surrénaliens stockés dans les tissus gras et qui vont donc être transformés en œstrogènes et donc alourdir le pool œstrogénique. Et on connaît maintenant l'implication des œstrogènes dans la bascule entre l'hypertrophie de prostate et le cancer de prostate. Donc je voulais savoir si vous, dans votre prise en charge, vous aviez des pistes pour essayer de jouer aussi sur ce paramètre, en plus des carences que vous évoquez. Donc, vous parliez à l'origine de ce problème, M. Enzo Losetto, du syndrome métabolique, qui effectivement va entraîner une perturbation globale avec l'excès d'œstrogène, habituellement chez les hommes, et l'excès de testostérone chez les femmes. C'est-à-dire qu'au lieu de s'adresser à l'excès d'œstrogène, il vaut mieux s'adresser, à mon sens, au syndrome métabolique directement. Et lorsqu'on corrige le syndrome métabolique, les perturbations hormonales s'équilibrent. C'est plutôt dans ce sens-là que je verrai la prise en charge. D'accord. C'est-à-dire prendre les problèmes à la base, en fait. Et oui, non, mais tout à fait. Implémenter des mesures nutritionnelles sont tellement plus simples, à mon avis. Un peu de discipline suffit. Et
Et les résultats sont tellement perceptibles en quelques mois. Enfin, en général, à 3 à 6 mois, on voit les résultats apparaître. Sans stratégie, sans coût important, en fait, au final. Oui, tout à fait. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci de votre question. Mais je reviens sur les mesures nutritionnelles pour préciser que, bien sûr, elles vont rééquilibrer le terrain sur le plan métabolique, mais les gains en termes de qualité de vie sont indéniables pour toutes les personnes qui ont mis en place ce genre de discipline alimentaire. Et il s'agit bien sûr de prévenir les cancers ou de les prendre en charge, mais ces mesures nutritionnelles sont également valables pour les autres maladies chroniques. Et il faudra bien sûr y associer, comme je l'ai mentionné, l'activité physique et la gestion du stress, car vous savez que le stress est également, dans nos sociétés modernes, un excellent pourvoyeur d'hyperinsulinisme par le biais de l'activation du cortisol. La réponse cellulaire au stress est la même, au stress psychologique est exactement la même que la réponse cellulaire au stress physique, avec la surproduction du cortisol et perturbation métabolique sous la forme d'hyperinsulinisme et syndrome métabolique si le stress se chronicise. Donc, on en revient à des choses simples, en fait, au niveau santé. La nutrition étant la base, je pense, l'activité physique et gestion du stress. Après, on peut affiner la nutrition avec de la micronutrition. On peut rajouter des xénobiotiques de façon adaptée, bien sûr. Une question, docteur, sur la mélatonine. Hormis le fait d'aider à bien dormir, lorsqu'elle est prise à dose un peu plus substantielle, quelle fonction, parce que c'est une hormone de mémoire, donc quelle fonction elle peut avoir par ailleurs? Mais comme vous le dites si bien, la mélatonine est une hormone qui nous permet de régler nos cycles veille-sommeil. Mais au-delà de ce rôle-là, la mélatonine il a été démontré qu'elle a un rôle au niveau de la stimulation immunitaire et un rôle antioxydant. Et on peut, dans beaucoup de cancers, profiter de cette action-là pour contrôler le stress oxydatif et stimuler le système immunitaire, entre autres. Je ne sais pas si c'est la réponse vous sied. Tout à fait, merci beaucoup. Parfait. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des praticiens ou des thérapeutes qui ont l'habitude de prendre en charge ce genre de pathologie, ou d'accompagner, pardon, ce genre de pathologie. Mais de mon point de vue, l'accompagnement nutritionnel qui s'est beaucoup développé, par exemple, dans la prise en charge des cancers du sein, peine un peu à se mettre en place dans la prise en charge des cancers de la prostate. Pour une raison que j'ignore, ou peut-être parce que la genre masculine est moins encline à mettre en place des procédures ou des disciplines nutritionnelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il gagnerait beaucoup plus que les femmes à mettre en place ce genre de procédures, de disciplines, parce que les syndromes métaboliques sont plus masculins que féminins pour l'instant. Alors, Robert nous demande quels sont les aliments clés. Comment je vais vous répondre, Robert? L'important, comme nous disions, c'est d'avoir des taux de zinc qui sont importants. Et le zinc est essentiellement contenu dans les produits animaux, quels qu'ils soient. L'important également, c'est d'avoir des oméga-3, comme on disait tout à l'heure, parce que les oméga-3 aident à la résolution de l'inflammation. Et les oméga-3 sont contenus essentiellement dans les poissons gras.
Voilà ce que je peux dire. Après, l'alimentation doit être adaptée, bien sûr, à la tolérance individuelle, au mode alimentaire culturel, avec l'idée de réduire les glucides, d'avoir un apport suffisamment en protéines et en produits animaux, et d'avoir un apport en acides gras essentiels dans les oméga 3. Je pense que l'alimentation doit être personnalisée. Je ne peux pas faire de généralité en termes alimentaires. Alors, Claudia nous demande si le régime alimentaire est très restrictif. Je ne parlerai même pas de régime alimentaire, mais plutôt de discipline. De mon point de vue, et peut-être que certains pourront le confirmer, les régimes pauvres en glucides ne sont pas si restrictifs que ça. C'est des modifications auxquelles il faut s'adapter, parce qu'effectivement, l'alimentation actuelle est tellement riche en glucides que passer d'un régime très riche en glucides à un régime plus pauvre en glucides peut parfois poser des problèmes au démarrage. Mais le gain que l'on retrouve en termes de qualité de vie est incomparable, à mon avis. Et les gens adhèrent très rapidement à ce genre de régime, de discipline, quand ils voient les bénéfices. Je crois qu'il y avait une autre question. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de santé sans pratique d'une discipline consciente, en fait, que ce soit alimentaire, que ce soit sur le plan de l'activité physique, que ce soit sur la gestion du stress. C'est un effort de manger de façon satisfaisante pour avoir une alimentation qui a un bon rendement micronutritionnel, parce que c'est le challenge aujourd'hui, compte tenu de la baisse de la qualité alimentaire, d'avoir une alimentation qui est riche en micronutriments, de façon à minimiser la consommation de compléments alimentaires. Tout au moins, c'est la situation dans les pays développés, où on constate qu'il s'installe de plus en plus une malnutrition micronutritionnelle, avec une surconsommation de macronutriments et une surconsommation de sucre à travers des produits transformés. Voilà, cette deuxième session va s'achever. J'espère que ça vous aura ouvert des perspectives par rapport au fonctionnement de la cellule épithéliale prostatique et les possibilités que l'on peut avoir pour améliorer la santé de ces patients. Nous allons nous arrêter ici et je vous propose de rester connecté à l'actualité donc au nutrition.blog, pour avoir la suite des actualités, car nous projetons à partir de janvier un webinaire mensuel, toujours sur des thèmes qui concernent le cancer et la médecine fonctionnelle ou métabolique. Voilà, très bonne soirée à vous. Merci pour l'ensemble de vos questions. Et j'espère vous retrouver pour le prochain webinaire en janvier. À très bientôt. Alors, dernière question, quels sont les équivalents des aliments que vous êtes en train de dire chez nous en Afrique? Pour l'instant, la qualité nutritionnelle, me semble-t-il, en Afrique est encore meilleure sur le plan des micronutritionnels. Et effectivement, le zinc se retrouve dans la viande, le poisson, le poulet, les œufs. Essentiellement, c'est la même problématique qu'en Occident. Pour trouver du zinc, il s'agit effectivement de manger des produits carnés, des produits animaux. Il y a très peu de zinc dans les produits végétaux, quels qu'ils soient. C'était la question de Tram MM. Je vous remercie pour cette question.
Voilà. Très bonne soirée à tous. Et j'espère vous retrouver en janvier pour un autre webinaire. Merci bien. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.